vice-président, mesdames et messieurs les membres du bureau politique, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, mesdames et messieurs, chers compagnons de toujours. Les travaux de la troisième session ordinaire du bureau politique vont se clore tout à l'heure. Mais il est de mon devoir moral et politique de tourner d'abord nos pensées vers celles et ceux à qui le droit d'exister dignement, de s'exprimer librement ou de défendre une vision alternative du Congo a été injustement confisquée. Nos pensées vont donc en premier au général Jean-Marie Michel Mokoko, au ministre André Okombi Salissa, ainsi qu'à d'autres compatriotes encore privés de liberté. Dans la même veine, nous nous inclinons devant la mémoire de notre compagnon de lutte, Guy Brice Parfait Kolela. Nous pensons également à tous les exilés politiques, à la diaspora congolaise abandonnée à elle-même, aux sans-voix relégués aux marges de la République, oubliés dans les hôpitaux sous-équipés, dans les villages délaissés, dans les quartiers populaires menacés par la misère et l'indifférence. Nous ne les oublions pas. Et leur sort, loin d'être un simple rappel humanitaire, est au cœur de notre engagement politique. Car un pays qui emprisonne ses opposants ou abandonne ses enfants les plus vulnérables renonce à sa propre promesse républicaine. C'est dans ce contexte chargé d'injustice, mais aussi d'atteintes profondes, que s'est ouverte ce matin la troisième session du bureau politique de notre parti. Elle s'est ouverte dans un climat empreint de gravité, tant les responsabilités qui pèsent sur nous sont immenses à l'approche des échéances nationales de 2026. Mais ce climat, aussi chargé soit-il, est traversé par une lueur d'espoir, portée par notre volonté commune d'assumer avec lucidité et courage le rôle historique qui est désormais le nôtre. C'est pourquoi je tiens, en votre nom à tous, à exprimer mes très sincères félicitations à l'ensemble des compagnons ici présents pour la qualité du travail accompli. Vous avez su faire preuve d'un sens élevé de responsabilité, d'une rare célérité dans l'examen minutieux de l'ordre du jour et surtout d'un esprit de synthèse remarquable. L'essentiel a été dit, l'essentiel a été retenu et l'essentiel a été posé comme base de notre action collective. Parlant justement de cet essentiel, vous avez suivi avec une attention soutenue et un grand intérêt les communications spéciales livrées par trois observateurs particulièrement avisés sur la situation politique, sociale et économique de notre pays. Leurs interventions sans complaisance, mais pleines de lucidité, ont eu le mérite de raviver notre conscience militante et de replacer le combat d'alliance dans le cadre plus large des souffrances du peuple congolais et des défis que nous devons impérativement relever ensemble. Cette session, par son ton, par son rythme, par son esprit, aura ainsi marqué une étape décisive dans la montée en responsabilité de notre parti, dans la rigueur de son organisation et dans la clarté de sa vision. Elle aura été à la fois un moment de vérité, un moment de cohésion et un moment de mobilisation. Et comment ne pas faire le lien à ce stade entre les responsabilités nationales qui nous incombent et les dynamiques qui traversent aujourd'hui le monde? Car le Congo n'est pas isolé. Ce qui se joue à l'extérieur a naturellement des répercussions directes sur notre avenir. C'est la raison pour laquelle il me paraît opportun, à ce point de notre rencontre, de partager avec vous quelques réflexions sur la politique internationale, sur les mutations géopolitiques en cours et sur la place que le Congo devrait occuper parmi les nations. Mesdames et messieurs les membres du bureau politique, chers invités, chers compagnons,
Le monde autour de nous est en mouvement. Il change à grande vitesse, tantôt avec espoir, tantôt avec désespoir et souvent en laissant une empreinte indélébile. Dans ce grand remue-ménage de l'histoire contemporaine, nous, Congolaises et Congolais, ne devons pas rester spectateurs muets. La politique internationale n'est pas une abstraction lointaine. Elle conditionne nos économies, notre sécurité, notre souveraineté et notre avenir. Nous devons donc prendre acte des lignes qui bougent en Afrique. Nous avons vu ces derniers mois et ces dernières années des transitions politiques s'opérer sans effusion de sang. Au Malawi, au Sénégal tout récemment, en Zambie, au Libéria, les peuples ont pu, grâce à leur maturité démocratique et à la résilience des institutions, choisir de nouveaux dirigeants dans la paix. Ces événements nous rappellent que l'alternance, lorsqu'elle est rendue possible, ne détruit pas les nations, elle les fortifie. À l'horizon, d'autres signaux nous laissent espérer une vague démocratique plus large. Le Bénin, par exemple, longtemps considéré comme un modèle de vitalité institutionnelle, se cristallise dans cette dynamique où la demande populaire de pluralisme et du renouvellement est de plus en plus forte. À l'approche des échéances politiques prévues en 2026, la société civile, les forces politiques de l'opposition et une partie croissante de la jeunesse réclament, avec dignité et courage, le respect des règles du jeu démocratique. Dans ce contexte, la volonté exprimée à plusieurs reprises par le président Patrice Talon de ne pas briguer un troisième mandat et de passer le témoin sans atermoiement constitue un signal politique encourageant. Si cet engagement est tenu, il pourrait marquer un tournant et conforter l'image d'un pays qui, à l'image de tant d'autres en Afrique, aspire à tourner la page de la concentration excessive du pouvoir pour renouer avec l'esprit républicain et l'alternance. Ce mouvement mérite l'attention et le soutien moral de tous ceux qui croient à la souveraineté populaire. Mais nous observons aussi avec gravité les manœuvres inquiétantes de certains chefs d'État sur le continent. Ah, pas chez nous, hein? Là-bas. Qui, au mépris des constitutions et de la volonté populaire, s'accordent au pouvoir au prix de la répression, du mensonge et parfois même du sang. Nous voyons des dirigeants se servir de la diplomatie, non pour ouvrir leur pays au monde, mais pour garantir leur propre survie politique. Nous voyons l'espace civique se refermer dans plusieurs pays amis. Des opposants politiques sont jetés en prison, des journalistes réduits au silence, des constitutions tripatouillées dans l'indifférence de la communauté internationale. Face à cela, l'alliance ne sera ni ambiguë ni prudente. Nous croyons que l'Afrique doit entrer dans une ère nouvelle, où le pouvoir n'est plus un privilège perpétuel, mais une charge temporaire confiée par le peuple et révocable par le peuple. Nous croyons que les États africains doivent s'appuyer les uns sur les autres, non pour couvrir les dérives, mais pour défendre ensemble les principes de démocratie, les droits humains, l'alternance et la transparence. Notre parti rejette la logique des alliances diplomatiques fondées sur la rente minière, les intérêts des élites ou l'obéissance stratégique. Le Congo n'a pas vocation à être une base arrière, ni un terrain de jeu géopolitique. Il doit redevenir une voix utile, modeste mais respectée dans les grandes discussions du monde. Le monde, justement, est secoué par des conflits meurtriers dont les conséquences dépassent les frontières des nations concernées. En Ukraine, la guerre qui s'y déroule depuis plus de 2 ans continue d'endeuiller des milliers de familles, avec son lot de destruction massive et d'exodes urbains, dans une impasse géopolitique qui divise profondément les puissances mondiales. En Palestine, le peuple gazaoui subit une violence indescriptible dans une guerre qui a déjà coûté la vie à plusieurs milliers de personnes, en majorité des civils, femmes et enfants. Ce conflit, longtemps cantonné à une région, s'est désormais élargi
touchant l'Iran avec une escalade préoccupante qui fait planer sur le monde la menace réelle d'un embrasement généralisé aux allures de Troisième Guerre mondiale. Plus près de nous, en République démocratique du Congo voisine, la région du Grand Kivu est à feu et à sang, déstabilisée par des groupes armés dans un silence international assourdissant, comme si la souffrance africaine n'avait pas le même poids sur l'échelle des urgences mondiales. Et pourtant, même dans ce contexte tragique, une lueur d'espoir vient d'émerger avec la signature récente à Washington d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Ce geste diplomatique fort ouvre une brèche pour la désescalade dans la région des Grands Lacs. Comment expliquer alors que les autorités du Congo-Brazzaville soient restées muettes face à l'une des plus graves crises de notre région? Ce silence qui frôle la complicité passive est une faute morale et politique majeure. Ces drames nous interrogent et à travers eux, c'est le droit international lui-même qui vacille. Il y a une manière sélective de défendre les valeurs. Il y a des peuples qu'on soutient bruyamment et d'autres qu'on abandonne dans l'ombre. Alliance, en tant que parti attaché à la justice entre les nations, condamne toute guerre d'agression, toute occupation illégale, tout bombardement indiscriminé. Nous affirmons notre solidarité aux peuples victimes des conflits et notre volonté demain de porter une diplomatie humaine et active tournée vers la paix, la prévention des crises et la médiation. Nous croyons que le Congo peut jouer un rôle non par la force, mais par la parole. Nous avons une tradition de médiation. Nous avons une société civile vivante. Nous avons une jeunesse connectée au monde. Il est temps de faire de notre diplomatie un outil d'influence pacifique, un soft power et non un accessoire protocolaire au service du régime en place. Nous appelons également à une nouvelle lecture de la coopération internationale. Trop souvent, elle s'est limitée à des signatures d'accords sans suivi, à des visites d'État sans contenu, à des forums creux. L'Alliance veut que le Congo soit un partenaire crédible, respectueux et respecté. Un pays qui coopère avec tous, mais ne se soumet à personne. Un pays qui, demain, pourra dire non quand il le faut et oui quand c'est juste. Mesdames, Messieurs, chers compagnons, le monde est instable. Mais l'histoire reste entre les mains des peuples. En mars 2026, si les Congolais nous font confiance, si les Congolais écoutent la voix de l'opposition, nous engagerons une politique étrangère claire, progressiste, enracinée dans nos intérêts, ouverte sur le monde, fidèle à nos valeurs. Nous mettrons fin à la diplomatie clanique et improvisée. Nous rétablirons l'honneur de notre drapeau et nous ouvrirons le Congo à des partenariats fondés non sur les profits de quelques-uns, mais sur le progrès de tous. Le Congo a pleinement le droit de se lever, y compris dans le concert des nations. Mais il doit se lever dans la liberté, dans la transparence et surtout dans la paix. Car cette paix si précieuse et si fragile a été chèrement acquise dans notre histoire récente au prix de tant de larmes, de sacrifices et de renoncements. C'est pourquoi elle doit être préservée à tout prix, quelle que soit la sanction que le peuple congolais décidera d'infliger l'an prochain à un système qui a appauvri le pays et brisé tant d'espérances. Mais si le Congo doit retrouver sa place dans le monde, il doit d'abord se retrouver lui-même. Car la crédibilité internationale d'un pays repose avant tout sur sa stabilité intérieure, sur la confiance entre gouvernants et gouvernés, sur la manière dont il traite ses enfants, ses territoires, ses institutions. C'est pourquoi, avant même de parler au nom de la nation à l'extérieur, nous devons avoir le courage de regarder en face les maux qui rongent notre vie nationale. Mesdames et messieurs, chers compagnons, le Congo, notre pays, s'enfonce chaque jour
davantage dans une crise multidimensionnelle, prisonnier d'une dette abyssale, d'un épuisement systémique et d'un abandon quasi assumé de l'intérêt général. Et pourtant, les tenants actuels du pouvoir continuent de gouverner comme si de rien n'était, sourds à la détresse, aveugles aux signaux d'alarme, indifférents aux souffrances du peuple. C'est dans cet esprit que je m'étais adressé déjà le 17 février 2015 au président de la République. Il s'agissait d'un appel à la raison, d'une invitation à penser le futur de notre bien commun, qu'est le Congo. J'écrivais alors que la pirogue Congo est toujours sur le sable. Cette image conserve aujourd'hui encore toute sa pertinence. Nous sommes à l'arrêt, échoués sur le sable. Et il nous faut désormais redéfinir un cap et retendre la voile de l'espérance. Peut-être n'avons-nous pas été entendus. Alors, dans la même patience, la même constance et avec la même foi dans le dialogue républicain, nous allons recommencer. Non pour polémiquer, mais pour poser les fondations d'un compromis national sincère, inclusif et porteur d'avenir. Aujourd'hui, la majorité des Congolais savent que vous allez briguer encore un énième mandat. Je m'adresse au président de la République. Un mandat qui sera en réalité le 10e, si l'on tient compte de votre présence continue aux affaires depuis plusieurs générations. Le pouvoir ne peut être une captivité à perpétuité. Les hommes passent, le temps reste. Vous avez consacré toute votre vie au Congo, et nul ne le conteste. Le Congo, en retour, vous l'a rendu au-delà de toute espérance. Plus de 50 ans au pouvoir, dont 42 en tant que président de la République. Un destin pourtant exceptionnel, que nul autre Congolais ne saurait revendiquer. Pas même un de nos enfants, si la marche du monde est telle qu'elle, qui sera le seul président congolais qui sera resté au pouvoir pendant plus de 5 générations. Quand même. Alors, Monsieur le Président, que demandez-vous de plus à Dieu? Même si votre bilan pouvait être considéré par certains comme largement positif, mais votre longévité au pouvoir est aujourd'hui perçue, y compris chez vos anciens alliés ou maîtres, comme anachronique, usante et répulsive. Le temps, Monsieur le Président, est un juge incorruptible. Et la dentelle affective qui vous liait au peuple congolais est aujourd'hui en lambeaux. Et pourtant, il existe une vie après le pouvoir, une vie simple, plus apaisée, plus humaine. Une vie où l'on retrouve le murmure des rivières, la poussière du village, le regard complice des petits-enfants. Moi, j'ai les miens, ils sont là, heureux. Une vie où l'on retrouve le murmure des rivières, la poussière du village, le regard complice des petits-enfants, les souvenirs que seul le silence sait faire renaître. Vous pourriez devenir une mémoire vivante, une conscience nationale, une bibliothèque à laquelle les générations futures viendraient s'abreuver. Mais pour cela, il vous faudra refuser la légitimité importée et la légalité imposée par ceux qui, nationaux ou expatriés, partenaires bi- ou multilatéraux, se servent de votre aura pour continuer à piller, à détourner, à voler et à saccager impunément. Car au fond, le mal est plus profond. C'est celui de la gouvernance clientéliste, prédatrice, de la soumission à des intérêts particuliers qui ont divisé la nation. Le Congo est aujourd'hui 2 pays en un. Un Congo de dirigeants nantis, indifférents, protégés, impunis. Et un Congo du peuple, celui des retraités maltraités, des jeunes sans avenir, des mères sans revenus, des morts vivants en attente d'une dignité perdue. Le pays a perdu ses couleurs, il a perdu sa dignité, il a perdu sa fierté. Le Congo a perdu sa route. Ce constat accablant ne signifie pas que le Congo manque de capital humain.
Bien au contraire, notre pays regorge de compétences dans tous les secteurs. Mais ce qui nous fait défaut, c'est une élite morale, une colonne vertébrale éthique capable de penser au bien commun plutôt qu'aux intérêts mesquins et bassement matériels. Les pauvres d'hier sont subitement devenus les riches d'aujourd'hui, imbus d'eux-mêmes, arrogants jusqu'au bout des ongles et menaçant le peuple souverain à tout vent. Gouvernant, rien pour le peuple. Espoir ici, désespoir là-bas. Il est donc temps que le langage politique retrouve sa vérité, que les dirigeants cessent de croire que le peuple est anesthésié par la peur, parce que le silence imposé n'est pas un consentement. Alors, au lieu de dormir avec un revolver sous l'oreiller, un couteau au chevet du lit ou une grenade à portée de main, au lieu de préparer notre propre jeunesse à nous ensevelir, rassemblons-nous. Offrons à ce pays la secousse démocratique nécessaire à l'ouverture des portes de l'avenir. Il est donc du devoir des cadres de l'opposition, de l'administration, de sceller une nouvelle synthèse républicaine. C'est pour ça, mesdames et messieurs, qu'on peut expliquer aussi en partie la présence du président Mérassa. C'est pour cela qu'on peut expliquer la présence de Maître Anissé Pointe. C'est pour ça qu'on peut expliquer la présence de notre autre invité, Jean-Brice Pambou-Malone. Parce que ces hommes-là, quand ils parlent, ça a de la résonance. Parce que ce qu'ils disent, c'est la vérité. Mais bon, ils ont beau fabriquer des armes, fabriquer des mensonges, la vérité finit toujours par triompher. N'ayez pas peur. Car si nous continuons à nous taire, ils finiront par enterrer tout le pays. N'ayez pas peur, parce que quelle que soit la quantité de piment dans la marmite, le poisson garde toujours les yeux ouverts. N'ayez pas peur, parce que quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Vous comprenez pourquoi? Devant cette situation nationale calamiteuse, j'ai pris mes responsabilités. Une nouvelle fois, le 14 septembre 2023, en adressant au président de la République une réflexion franche et respectueuse, empreinte d'un ultime espoir, celui de sortir le Congo de la nuit noire dans laquelle il est plongé. J'y ai formulé une proposition de sortie honorable, à la hauteur de nos parcours politiques de l'actuel chef de l'État. Une démarche que de nombreux Congolais de bonne foi ont bien appréciée, car elle vise à redonner à notre pays espoir et crédibilité autour de 4 piliers fondamentaux. Je lui disais alors, pour le bien du Congo, je vous propose de prendre un train de mesures dont le socle serait la restauration de l'unité nationale. Sans aide, rien de durable ne pourra être entrepris. Ce n'était ni un calcul politique, ni une posture partisane. C'était un appel à la lucidité, à la responsabilité, à la grandeur d'âme. Souvenez-vous, mes chers frères, qu'en 1991, lors de la conférence nationale souveraine, le président de la République avait livré au peuple congolais un discours d'anthologie intitulé « J'assume ». Ce jour-là, il avait pris sur lui l'héritage douloureux de notre histoire commune pour inviter le pays à tourner la page et bâtir un avenir différent. Aujourd'hui, l'heure est venue de prononcer un nouveau discours, un discours ultime à la hauteur des responsabilités historiques qui vous incombent. Cette fois, permettez-moi de vous inviter à écrire la dernière page de notre histoire commune sous le dos de la sagesse dans un message que l'on pourrait intituler « Je rassure ». Un discours empreint d'apaisement, de réconciliation et de pardon réciproque. Car seule la culture du pardon, le dépassement des rancunes et le retour sincère aux valeurs partagées sont à même de jeter les bases solides d'un État refondé, d'une nation réconciliée avec elle-même et tournée vers l'avenir. Encore que là, on se pose la question de savoir,
j'allais dire la question de savoir si nous sommes réellement une nation. Je ferai appel à Maître Alissé, nous vous en faites. Et voici ce que j'ai dit au président de la République. Le premier pilier, je lui ai proposé un plan en 4 piliers. Le premier pilier, c'est le renoncement public et solennel au 10e mandat. Il n'est pas trop tard pour écrire une autre fin. Le président doit avoir le courage de le dire au peuple, clairement, à haute et intelligible voix. Il doit nous dire qu'il ne sera pas candidat en 2026 et qu'il s'ensuivrait une transition démocratique apaisée qui nous conduirait tous vers une retraite dans la paix du cœur et la reconnaissance de tous. Car en effet, après avoir cumulé et consommé à lui seul plus de 70% du temps à la tête du pays depuis l'indépendance nominale, il serait loisible pour lui de profiter des opportunités qu'offre la fin des mandats pour tirer politiquement sa révérence. Ceci marquera un tournant majeur, décisif dans le cursus temporel absolument inégalable de l'homme d'État, Denis Sassou Nguesso, qui ne devrait pas laisser le Congo plus divisé qu'il ne l'a trouvé en 1979. Avec déférence et magnanimité, nous sollicitons l'indulgence du président pour qu'il n'écoute pas la voix intéressée de ceux qui disent qu'on doit d'abord passer sur leur cadavre avant d'arriver à lui. Nous n'avons pas besoin du cadavre de quelqu'un. Le président doit tout simplement se souvenir qu'après sa déconvenue de 1992, beaucoup avaient pris la tangente sans dire au revoir. Il ne restait alors autour de lui que l'amour de ses enfants, de sa famille au sens restreint du terme. C'est pour ça que j'ai dit au président, je vous prie également de prendre le temps d'écouter la voix de votre conscience et d'exercer votre libre arbitre, car il y a toujours, au milieu des rêves non aboutis et des vilenies exacerbées, un temps où le chef est absolument seul lorsqu'il s'agit de prendre une décision difficile. Son unique recours demeure alors à ce moment-là le Dieu de son cœur. En vérité, le président a beau retarder l'échéance, cela finira toujours par arriver. Et alors, pourquoi ne pas anticiper tout en gardant la main pendant qu'il a encore le maillet politique, administratif, social, économique, enfin il a tous les maillets. Donc, il peut anticiper. Je dis au président que son cadet, le président Macky Sall du Sénégal, qui en public avait affirmé toujours s'abreuver à la source de ses précieux conseils, a fini par renoncer, bon gré mal gré, mais surtout courageusement, à une 3e candidature. Et le deuxième pilier pour le président de la République, ce serait alors la libération des prisonniers politiques. Liberté pour Jean-Marie Michel Mokoko, liberté pour André Okombi Salissa et pour tous ceux qui, bien qu'ayant agi dans un cadre politique, croupissent encore en prison. Car un pays ne se construit pas dans la haine ni dans la vengeance. Il est venu donc le temps de se laver de nouveau les mains et de se saluer sincèrement comme des frères, des vrais frères. Souvenons-nous que Nelson Mandela, que le président de la République avait activement soutenu dans son combat pour la dignité humanitaire, a pardonné à ses geôliers blancs après 27 années de captivité. Mais pourquoi le président ne le ferait-il pas alors pour nos frères qui sont en prison aujourd'hui? Pourquoi? Quant à son opposition sur mesure, ami le jour mais complotiste la nuit, il vaut mieux qu'il s'en méfie. Parce que le côté revanchard, hypocrite et tout simplement tortu est trop évident. Sa présence relève d'un zeste de venin. Et les différentes composantes de cette opposition de convenance savent, dans leur écrasante majorité, que vous savez que tous mentent et vous flattent. Alors craignez qu'ils finissent par vous tromper, car hélas, vos relations ne sont basées que sur le mensonge.
brutalité, la duplicité, la corruption et la ruse. Troisième pilier que nous avons proposé au président, la formation d'un gouvernement d'union nationale. C'est-à-dire qu'il nous faut un exécutif de consensus porté par une seule et même boussole, celle de l'Alliance. C'est-à-dire tous pour le Congo pour tous. Sa mission serait de rétablir la confiance, refonder l'autorité de l'État et préparer des élections justes sous l'égide d'une autorité électorale véritablement indépendante. Et nous pourrons alors dire, fini les joutes électorales où les uns gagnent les élections, tandis que les autres remportent frauduleusement les résultats. Fini les élections érections, fini les élections sur bon de commande, place à la vérité des yeux. Enfin, le quatrième pilier, un organe pluraliste de suivi et d'évaluation regroupant la société civile, les représentants du pouvoir, ceux de l'opposition, qu'elles soient alignées ou non alignées, et d'autres forces vives. Ce dispositif pourrait être le fruit d'états généraux de la nation pour sceller enfin un compromis national. Mais hélas, à ce jour, les signaux ne sont pas au rendez-vous. Tout semble bouger, mais rien ne change. Les actes politiques ressemblent davantage à une mise en scène creuse. La politique est réduite à une simple lutte pour le pouvoir et l'enrichissement illicite. Nous disons à Alliance que pour l'intérêt du Congo, tous les chemins qui mènent à la paix sont bons. Nous irons aux États généraux de la nation si tel est le cas. Nous irons à la transition si cela est possible. Nous irons aux élections telles que prévues par le texte en vigueur parce que c'est dans ces mêmes conditions que Mokoko et Kolela ont chicoté le candidat du PCT. Si c'est l'option élection qui est retenue, allons donc à cette élection, tout en étant unis. Et que ceux qui nous dirigent avec la baïonnette sachent qu'en 2026, que 2026 ne sera pas une épreuve de force, mais un acte de grandeur, de responsabilité et de dignité. Une transmission pacifique du pouvoir aux véritables vainqueurs des urnes. Gare aux voleurs. Et en paraphrasant le président de la République, lorsque les principes démocratiques sont piétinés, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Notre mission est donc d'apaiser et de rassembler. Dans le même ordre d'idées, que les perdants de demain, qui sont déjà connus aujourd'hui, puisqu'il s'agit bel et bien du PCT, n'aient pas peur. Qu'ils vivent paisiblement encore de longues années, afin d'être les témoins de la transformation positive et de la modernisation profonde que nous engagerons pour le Congo. Mais nous devons quand même nous adresser aussi à la communauté internationale, et particulièrement à la France. Car il faut avoir le courage de le dire. C'est avec le soutien direct ou tacite de la France que le PCT est revenu au pouvoir en 1997 et qu'il s'y est maintenu jusqu'à ce jour en dépit de toutes les dérives. L'occasion est belle d'interpeller les responsables politiques français. Vous avez été témoins et acteurs majeurs de notre enfermement. Soyez aujourd'hui acteurs de notre libération. La France ne peut plus continuer à se réfugier derrière une neutralité de façade, alors même que ses valeurs fondatrices, démocratie, droits de l'homme, état de droit, sont piétinés par un régime qu'elle a longtemps soutenu. Il est temps que la France joue enfin la bonne carte, celle de la démocratie. Le peuple congolais n'attend ni tutelle, ni paternalisme. Il attend respect, vigilance et solidarité internationale. Pour garantir un climat électoral apaisé, crédible et conforme aux standards démocratiques. Nous avons suivi avec un intérêt particulier la récente question écrite déposée à l'Assemblée nationale française par le député Hervé Solignac en mai 2025. Elle a eu le mérite d'être claire. En effet, elle fait état
considère de manière lucide et documentée de signaux alarmants. Marginalisation de l'opposition, verrouillage de l'espace démocratique, atteinte aux libertés, risque d'un scrutin faussé. Dans cette perspective, nous, forces de liberté et de changement, voulons croire qu'il n'est pas trop tard pour bien faire. Il reste encore à la communauté internationale, et particulièrement à la France, une opportunité historique de se tenir du bon côté de l'histoire. Car ce qui se joue aujourd'hui en République du Congo, c'est plus qu'une élection. C'est le droit d'un peuple à disposer librement de son avenir. C'est la bataille pour la vérité des urnes, pour la dignité, pour la paix durable. Être aux côtés du peuple congolais, ce n'est pas s'immiscer dans des affaires intérieures, c'est honorer le pacte moral et politique qui fonde toute communauté internationale fondée sur les droits humains. Dans ce contexte, la vie politique nationale ne cesse de révéler ses paradoxes, comme en atteste l'arrêté numéro 17-26 du 30 juin 2025 relatif à la liste des partis politiques reconnus. Ce texte administratif, en apparence anodin, trahit en réalité une inclination préoccupante à restreindre par des procédés indirects l'espace démocratique garanti par notre Constitution. En effet, selon les principes du droit positif congolais, l'acquisition de la personnalité juridique par un parti politique, une fois reconnue, est définitive et ne saurait être remise en cause arbitrairement. Il eût été plus conforme à l'esprit républicain que le gouvernement engage un dialogue constructif avec les formations concernées en vue de l'actualisation éventuelle des dossiers, plutôt que de contribuer à la crispation d'un climat politique déjà délétère. On peut dès lors s'interroger en quoi la présence du RDD, du PSDC et du PAP ou d'autres partis dûment reconnus comme Renaissance entraverait-elle le fonctionnement des institutions ou le progrès de la démocratie? Rien ne le justifie, sinon la volonté de réduire le pluralisme à une façade décorative. C'est aussi pourquoi l'heure est venue pour nous, compagnons et compagnons de l'Alliance, de franchir une nouvelle étape dans notre marche collective. L'heure est venue de nous rassembler, de structurer notre espoir, d'organiser notre force. C'est pourquoi j'annonce devant vous la tenue prochaine du Congrès national de notre parti qui se tiendra dans un bref délai. Ce congrès sera bien plus qu'un simple moment statutaire. Il sera notre serment collectif au service du Congo, l'acte fondateur d'une nouvelle espérance, celle d'une alternance pacifique, crédible et démocratique. Je lance à cet effet un appel solennel à la mobilisation de toutes les structures du parti, de tous les militants et sympathisants, ainsi qu'à l'ensemble des citoyennes et citoyens épris de changement pour faire de ce congrès un moment historique, un moment de rassemblement, de vérité et de projection. Car le combat que nous menons dépasse nos appartenances partisanes. Il concerne l'avenir de nos enfants, la dignité de nos aînés, la reconstruction de notre nation. Ce sera alors le congrès de l'engagement total, le congrès de la consolidation du travail déjà accompli, le congrès de l'espérance retrouvée. Ensemble, faisant en sorte qu'il soit à la hauteur de l'histoire qui s'écrit. Car ce congrès sera également l'occasion de définir collectivement les conditions dans lesquelles notre parti prendra part aux prochaines échéances. Mais dès à présent, en réponse à l'appel que vous avez bien voulu m'adresser pour porter les couleurs de l'Alliance, lors du scrutin de mars prochain, je tiens à vous assurer de ma disponibilité pleine et entière, ainsi que de mon engagement à faire acte de candidature. Je tiens à vous assurer dès à présent, en réponse à l'appel que vous avez bien voulu m'adresser pour porter les couleurs de l'Alliance lors du scrutin de mars prochain, je tiens à vous assurer de ma disponibilité pleine et entière, ainsi que de mon engagement à faire acte de candidature, dans l'attente de la décision souveraine que rendra le Congrès national de notre parti. Du peuple congolais. Une
réalité rude, implacable, accablante. Et pourtant, c'est dans ce contexte de misère généralisée que le Parti congolais du travail, PCT, nous a chanté pendant des années, Orbi et Urbi, que le Congo serait un pays émergent à l'horizon 2025. Et nous y sommes. Mais le pays n'a rien d'émergent. Il est au contraire désespérant, épuisant et même pour beaucoup énervant. La promesse d'émergence s'est muée en illusion et l'illusion en désastre. Tout est en ruine. Aucun secteur n'est épargné. Le pays est dans le gouffre, alors même que le PCT détient tous les leviers du pouvoir, les institutions, l'appareil administratif et les moyens de l'État. Même pour être chef de bloc ou chef de quartier, il faut être d'abord du PCT. Et malgré cette hégémonie totale, le PCT, parti État, a pu réussir une seule chose, les conditions parfaites de son échec. La nuit est donc noire, totalement noire. Le peuple n'a pas oublié que le PCT n'est qu'une ancienne rébellion qui a pris le pouvoir par les armes et le conserve toujours au bout du fusil. Le PCT continue de gouverner à coups de slogans et de chants désuets comme au beau vieux temps du moboutisme pendant que le monde avance. Pour illustrer ce désastre, arrêtons-nous un seul instant sur quelques secteurs d'activité. Et vous allez voir, on va parler de l'eau et l'électricité, de l'agriculture et la santé. L'eau et l'électricité restent dans notre pays des denrées rares, incertaines, imprévisibles. Elles nous sont servies en mode bitin-bitin. Donc un bout ici, un bout là-bas. C'est-à-dire morceau par morceau, au petit bonheur de la chance. Dans le même quartier, à gauche il y a le courant, à droite il n'y en a pas. C'est ça, bitin-bitin. Comment comprendre qu'après plus d'un demi-siècle au pouvoir, le PCT soit toujours incapable de répondre à ses besoins les plus élémentaires d'un peuple moderne, l'eau et l'électricité? Là, ça ne choisit pas. Vous pouvez être dans le même quartier, mais quand il y a coupure d'électricité, il n'y en a pas chez le membre du PCT, il n'y en a pas chez le membre d'Alliance. Et pourtant, mesdames et messieurs, les turiféraires du PCT nous répètent que tant que nous n'avons pas fini de développer ce pays, nous ne partirons pas. Mais à ce rythme-là, il leur faudra l'éternité. À vrai dire, ce n'est pas tant qu'ils n'ont pas fini de développer qu'ils refusent de partir, c'est qu'ils n'ont pas encore fini de détruire. Écoutez quelques faits accablants. Au 25 février 2025, selon RFI, seulement 20% de la population rurale et des villes secondaires avaient accès à l'électricité. C'est-à-dire quand vous prenez 100 personnes, il n'y a que 20 qui ont l'électricité. Les 80 là, n'en ont pas. C'est comme ça qu'on vit dans ce pays. Le 3 octobre 2022, le ministre en charge de l'énergie promettait de porter la couverture à 50% d'ici à 2030. Encore une promesse de plus, mon pauvre frère, dans un océan de promesses vides. Entre 2018 et 2022, les investissements budgétaires dans le secteur électrique ont atteint près de 99 milliards de francs CFA. Mais pour quel résultat? Des coupures à répétition, un réseau vétuste, des branchements pirates, des surfacturations, des détournements. Et pendant ce temps, le Fonds de développement du secteur de l'électricité, FDSEL, reste un mystère budgétaire. Le PCT échouera encore, car il lui faudra un siècle pour garantir ne serait-ce que 1000 MW de puissance disponible. Regardons maintenant le tableau aussi sombre de l'agriculture.
Le Congo, pays au potentiel agroécologique immense, importe encore l'essentiel de ce qu'il consomme. Une dépendance qui, à terme, devient une menace pour notre souveraineté nationale. Souvenez-vous qu'à un moment donné, le président de la République disait qu'un peuple qui consomme ce qu'il ne produit pas n'est pas un peuple libre. Ça se confirme aujourd'hui. Vous êtes en prison. En 2022, selon la Banque mondiale et le Trésor français, le pays a importé pour plus de 600 milliards de francs CFA de denrées alimentaires, parmi lesquels le poisson, la viande, les amas comestibles, le froment, le poisson, l'huile de palme et le riz. Peut-être pour ceux qui n'ont pas eu la chance de visiter le pays, mais moi j'ai eu la chance l'exercice de mes fonctions, de parcourir le pays dans son entièreté. Je vous dis, quand vous allez dans la Sanga, et précisément à Mokeko, là où il y a Sanga Palme, et vous dites, est-ce qu'on est vraiment normaux? C'est des milliers d'hectares. Nous n'avons même pas 1 litre d'huile de palme. Attendez, il y a quand même un problème, non? Et on importe justement l'huile de palme. Et pourtant, tous les projets annoncés dans le programme national de développement 2018-2022 s'élevaient à près de 130 milliards de francs CFA. Mais malheureusement, seulement 66,4 milliards ont été effectivement engagés. Et les résultats sont là. Aucune autosuffisance alimentaire. Pas de poisson pour tous comme ils le prétendaient. Encore moins un œuf pour chacun. 59%, mesdames et messieurs, 59% des Congolais vivent en insécurité alimentaire. C'est une urgence nationale. C'est pour ça que vous êtes là, nous devons relever le défi. Le PCT doit partir. Il n'y a pas une autre solution. Parlons un peu de la santé maintenant. Le système de santé congolais est aujourd'hui un champ de ruines. Les hôpitaux sont devenus des mouroirs silencieux. On y meurt faute de soins, de matériel ou simplement d'attention. Les gouvernants, eux, s'envolent au moindre malaise pour des soins à l'étranger, dans ces mêmes pays dont ils critiquent la supposée arrogance. Et pourtant, encore, pendant que nos compatriotes meurent faute de médicaments ou d'un simple lit d'hôpital, des sommes faramineuses sont englouties dans l'achat d'armes de tout calibre, mobilisées pour traquer des ennemis souvent invisibles ou imaginaires. Cette obsession sécuritaire, détournée de son objectif noble, est en réalité un aveu d'échec. Car les véritables ennemis du Congo ne se trouvent pas dans les forêts ni dans les rues désertes. Ils s'appellent paludisme, cancer, mortalité infantile, bébés noirs, koulouna, chômage massif des jeunes, corruption endémique, détournement des deniers publics, insécurité alimentaire, effondrement du système éducatif. Et la liste est longue, très très longue. Voilà les véritables batailles à mener. Voilà les menaces réelles auxquelles un État responsable doit s'attaquer, au lieu de militariser la misère et de criminaliser toute parole libre. Après plus de 50 années au pouvoir, le PCT n'a pas été capable de construire ne serait-ce que 3 CHU dignes de son nom, répartis sur le territoire. Résultat, un système centralisé, saturé, inégalitaire et profondément inhumain. Le constat est sans appel. Le PCT a échoué. Lamentablement, fondamentalement. Mesdames et messieurs, chers compagnons, une question toute simple s'impose à nous. Comment, dans ces conditions-là, accorder encore le moindre crédit aux dirigeants du Parti congolais du travail? Que peuvent-ils encore nous promettre et surtout, qui peut croire en leurs paroles? Si nous étions dans une salle de classe ou un amphithéâtre, encore que le PCT ne pouvait pas arriver à l'université, le verdict serait implacable. Voici le bulletin de notes
du PCT après plus d'un demi-siècle de gouvernance. Électricité, zéro. Eau potable, zéro. Emploi, zéro. Route, zéro. Éducation, zéro. Agriculture, zéro. Éducation, zéro. Santé, zéro. Sport, zéro. Production industrielle, zéro.